Je vous propose que nous débutions ce conseil. Bienvenue à toutes et tous, dans des conditions un peu particulières. Voilà. Alors, Didier Fischer, présent. Florence Coquard, Cyril Longuepée, Sophie Pifarilli, Mohamed Mokhtari, qui devrait nous rejoindre en principe. Voilà. Yasmine Dommez, Marc Montardier, Ève Moutou, Salah Krimat, Brahim Ben Nimoun, donc excusé, donne son pouvoir à Sophie Pifarelli. Martine Fernandez, ça nous rejoindra peut-être, pas de nouvelles. Bon, on verra. Nathalie Gervais, présente. Alia Javert, Catherine Jouan, Sylvie Mauduit, Rama Mtir, donc excusé, procuration à Jamel Tamoum. Jean-Dominique Perfillon, Maxime Pototon, Olivier Rachet, Christine Renaud, qui devrait nous rejoindre en principe, hein, peut-être l'horaire inhabituel. Nicolas Robe va arriver en retard, il sera là à 19h15. En attendant, c'est Olivier Rachet qui a son pouvoir. Jamel Tamoum qui devrait nous rejoindre en principe, puisqu'il a le pouvoir de Rama Mtir. Jean-Luc Tanguy, Laïla Zenati, donc excusé, procuration Marc Montardier, Xavier Girard, Nicolas Grodaillon, Sandrine Mutrel, donc excusé, procuration Xavier Girard. Voilà. Bien. Bon. Voilà. Donc, désignation d'un secrétaire de séance, Monsieur Girard. Voilà. Je crois que c'est par ordre alphabétique, hein, surtout. Hein. C'est l'alphabet qui vous désigne. Voilà. Voilà, c'est l'alphabet qui vous désigne. Voilà. Et le maire par la même occasion. Ça tourne. Ah, ça va approcher, Nicolas aussi. Bien, parfait. Alors, ensuite, donc la désignation du secrétaire de séance est faite. Observations éventuelles sur les décisions. Est-ce qu'il y a des observations sur les différentes décisions depuis la fin là, du mois d'août? On les a toutes regroupées depuis la fin du mois d'août. Oui, allez-y, monsieur Girard. Oui, nous en avons une concernant le cabinet FEL. Oui. À quoi correspond les 29 600 € là, relatifs à l'audit d'organisation de la ville? Bah, c'est l'audit, c'est le prix de l'audit. Le prix de l'audit, est-ce que vous avez des perspectives particulières de réorganisation? Oui, bien sûr, oui, c'est dans cet esprit-là. De toute façon, c'est un audit qui a été lancé justement il y a quelques semaines, ça doit faire 15 jours, je crois, qui sont dans les lieux. C'est donc un audit dans des perspectives, effectivement, de réorganisation fonctionnelle donc des services. Hein. C'est ça la contractualisation. Alors, dans un premier temps, il y aura un état des lieux donc partagé donc avec l'ensemble du personnel, enfin avec l'ensemble, oui, l'ensemble de la collectivité, élus, personnel notamment. Donc, c'est en cours à l'heure actuelle. Ensuite, le cabinet observera un certain nombre de process, hein, notamment en direction de la population, certains services, comment fonctionnent certains services, pour améliorer le fonctionnement du service en direction de la population. Ensuite, au bout de cette étude, le cabinet nous fera des préconisations, donc on sera libre ou pas, évidemment, de suivre. Hein. Voilà, c'est un peu la perspective. Alors, cet audit a été présenté en comité technique, donc a été approuvé par le comité technique et a été présenté ensuite au cadre donc de la municipalité l'après-midi, je crois, le comité technique le matin et les cadres l'après-midi. Voilà, donc c'est quelque chose qui, je dirais, est habituel.
à un moment donné, de s'interroger sur nos modes de fonctionnement, hein, pour essayer d'améliorer le service donc, que l'on peut rendre aussi à la population, bien entendu. Voilà, c'est dans cet esprit-là, hein. Alors, ça amènera probablement des réorganisations, hein, probablement dans les services. Ça amènera peut-être de la mutualisation, puisque il sera peut-être intéressant de mutualiser certains services pour gagner en efficacité. Voilà, c'est dans cet esprit-là que cela a été commandé en quelque sorte à ce cabinet, donc cabinet Fell. Donc voilà, c'est tout ce que je peux vous dire pour l'instant. Moi, pour l'instant, j'ai pas encore de retour, hein, bien entendu. Dès que nous aurons les retours, ça va durer 3 mois à peu près, hein. On aura en principe le résultat, disons le rapport du cabinet au milieu du mois de janvier, je pense. À ce moment-là, il sera communiqué, bien entendu, en comité technique, et puis il sera ensuite communiqué aux agents, et on fera une communication, bien entendu, en conseil municipal à l'issue de cette démarche, pour vous présenter un peu, je dirais, le résultat de cet audit. Voilà, il n'y a rien de mystérieux, hein, là-dedans. Voilà, je vous en prie. Donc, pas d'autres remarques. En ce qui concerne maintenant le compte-rendu procès-verbal, est-ce qu'il y a des remarques particulières en ce qui concerne ce procès-verbal? Pas de remarques particulières en ce qui concerne ce procès-verbal. Je le considère donc comme adopté à l'unanimité. Merci beaucoup. Alors, on attaque nos premiers points à l'ordre du jour. Tout d'abord, l'instauration du huis clos. Alors, comme on l'avait fait, je crois, c'était le 25 mai, je vous propose donc une séance à huis clos, hein, déjà pour limiter le nombre de personnes, d'une certaine manière, dans la salle, pour respecter au mieux, je dirais, les recommandations sanitaires, et puis par la même occasion, évidemment, autoriser les personnels donc administratifs à être présents lors de cette réunion. Voilà l'objet en quelque sorte de ce huis clos. Alors vous pouvez peut-être vous étonner de l'heure inhabituelle, 18h45. En fait, on était sur ce fameux couvre-feu dans un premier temps. Ensuite, évidemment, le couvre-feu a été levé par le confinement, mais il y avait encore des rumeurs de couvre-feu. Alors, au moment où on a, je dirais, lancé là les convocations. Donc, on s'est dit, on va maintenir malgré tout l'horaire, parce que si en plus après il fallait revenir sur l'horaire, ça aurait compliqué les choses. Donc, on s'est dit, on reste à 18h45. Alors, c'est un horaire un peu inhabituel, ce qui explique peut-être que quelques-uns là soient pas encore parmi nous. Bon, c'est inhabituel et je pense que ça restera inhabituel. On ne va pas généraliser, je dirais, l'horaire du conseil municipal à 18h45 dans les mois qui viennent, hein. On va revenir à 19h45. Voilà. Et si on poursuivait, je dirais, le confinement au mois de décembre, je ne sais pas si c'est dans les plans du gouvernement, eh bien, je pense que je vous proposerai à ce moment-là un conseil en visioconférence plutôt, hein, pour éviter tout risque vraiment de contamination. Voilà. Donc sur le huis clos, est-ce qu'il y a des remarques particulières? Est-ce que vous avez des remarques particulières sur le huis clos? Pas de remarques particulières sur le huis clos. Je mets donc cette délibération aux voix qui est pour adopter à l'unanimité. Merci beaucoup. Alors ensuite, après le huis clos, une deuxième délibération donc, qui concerne les statuts de la SEM Média de l'Ouest parisien et son augmentation de capital. Alors, quelques explications, mais bon, vous avez bien, je pense, lu, je dirais, la délibération et la note de synthèse, hein, mais simplement quelques explications. Cette délibération trouve son origine, en fait, dans une restructuration de la télévision locale à l'échelle du département.
En 1992 avaient été créées deux télévisions, en quelque sorte, hein, deux sociétés, donc TV-Fil 78 à l'échelle de la communauté d'agglomération, hein, qui ne s'appelait pas encore la communauté d'agglomération à cette époque, mais le SAN, c'est-à-dire la ville nouvelle, et puis une deuxième télévision donc, qui couvrait là le nord du département, hein, Yvelines Première, dans le cadre d'un syndicat, un syndicat donc intercommunal pour le développement de la communication, ce syndicat, le CIDECOM, qui réunissait un certain nombre de villes du nord du département. Alors, ces deux télévisions ont fonctionné qu'à un quart. Bon, il n'y avait pas une grosse concurrence à l'époque. C'était une diffusion relativement limitée sur le réseau câblé pour l'essentiel. Et puis, à un moment, à partir de 2008, a commencé à se poser la question, je dirais, de l'efficacité de ces deux télévisions. Est-ce qu'il ne fallait pas peut-être les réunir, hein, et envisager quelque chose qui soit peut-être un petit peu moins local. En 2016, il y a eu autour du sénateur Gournac, donc, je dirais, un début en quelque sorte de proposition qui a été faite, hein, de réunir ces deux télévisions et de constituer, je dirais, quelque chose de plus important en quelque sorte. Mais Yveline Première, qui allait déjà mal, eh bien, a mis la clé sous la porte à ce moment-là. Donc finalement, TV-Fil 78 se retrouve seul. Dans le sud, vous le voyez là, ouest du département. L'idée de TV-Fil, c'est de devenir en quelque sorte la télévision des Yvelines. D'où le changement de nom à la fin de l'année 2016, TV 78. Et du coup, dans cette perspective-là, il faut revoir en effet les statuts, puisque, je dirais, les statuts changent dans la mesure où ce n'est plus une télévision locale strictement parlant, mais une télévision déjà à l'échelle du département, voire à l'échelle de la région, voire même à l'échelle du monde. J'ai découvert ça il n'y a pas si longtemps, puisqu'il y a un contrat passé avec TV5 Monde pour certaines émissions. Il y a quelques émissions qui peuvent se voir finalement dans le monde entier à partir de TV 78. Voilà, mais enfin, elles ne sont pas nombreuses, hein, ça reste modeste, mais on voit bien là qu'on est dans un autre objet en quelque sorte social, qu'il faut modifier l'objet social qui était celui de 1992 sur lequel finalement on était resté. C'est ce qu'on vous propose ici en ce qui concerne la modification de cet objet social. Ensuite, à cela, je dirais, la modification de l'objet social est une chose, mais le capital aussi en est une autre. Il faut faire des émissions qui soient plus ambitieuses, à l'échelle non plus simplement du local. Et là, je dirais, d'où la nécessité d'une augmentation du capital social et surtout de l'entrée dans ce capital, et c'est ça qui justifie essentiellement cette délibération, l'entrée dans ce capital du département en fait. Le département aidait par une subvention, mais désormais le département qui va posséder un petit peu plus de 3600 actions, hein, vous l'avez dans le... bien, prend une part non négligeable dans le capital de cette société à hauteur, je crois, de 35%. Voilà un peu cette question de l'augmentation aussi du capital. En ce qui concerne Coignères, qui a 287 actions dans TV 78, nous ne demandons pas à, je dirais, à prendre à souscrire à du capital en plus. Donc, d'ailleurs, les villes qui ont des actions dans cette société, hein, qui sont Plaisir, Morpa, Elancourt notamment, je crois que les Clays aussi, les Clays et Coignères, hein, je dirais, ne souscriront pas à cette augmentation du capital. C'est la délibération qui vous est proposée, modification des statuts et augmentation en quelque sorte du capital, mais Coignères, je dirais, ne souscrira pas à l'augmentation de capital. Voilà à peu près
tout dit. J'espère que j'ai été à peu près clair. Est-ce qu'il y a des questions par rapport... Voilà, c'est une télévision qui marche bien, qui est visible sur les réseaux sociaux aujourd'hui. Il y a une très grosse progression sur les réseaux sociaux, hein. C'est une chance d'avoir finalement ce type de médias aujourd'hui, hein, pour la communauté d'agglo, mais aussi d'une certaine manière plus largement maintenant pour le département. Donc pas de questions particulières. Je vous propose de mettre aux voix cette délibération qui est pour adopter à l'unanimité. Merci beaucoup. Passons donc maintenant à la troisième délibération, qui est l'approbation d'un protocole transactionnel. Alors j'espère qu'on va en finir avec ces protocoles transactionnels. Je crois que c'est l'un des derniers. Solder le passé, malheureusement, on en découvre encore dans nos, je dirais, dans nos cartons, des cadavres. Alors là, il s'agit donc d'un protocole transactionnel lié à 5 contentieux, donc 5 dossiers contentieux qui ont opposé monsieur et madame Aguerre-Moret donc à la commune, là, donc en 2017 et 2018 notamment. Alors ces contentieux portaient essentiellement sur des sursis à statuer, donc, qui étaient au regard, je dirais, des documents d'urbanisme finalement illégaux, hein. Et donc voilà la situation qui nous a amenés devant le tribunal administratif, bien entendu, et devant le tribunal administratif, de toute façon, nous aurions perdu ces procès. Alors, l'idée a été en 2019 d'essayer déjà de régulariser, pour se conformer aux règles en fait d'urbanisme, de régulariser la situation pour se conformer aux règles d'urbanisme. J'ai prévenu monsieur et madame Moret donc de notre volonté d'un règlement plutôt à l'amiable sur ces dossiers de contentieux. Alors, un non-lieu est intervenu, un non-lieu à statuer a été prononcé par le tribunal à notre demande et en accord avec monsieur et madame Moret. Le problème, c'est que monsieur et madame Moret ne se sont pas désistés, évidemment, puisque ils avaient des demandes d'indemnisation par rapport à ce qu'ils avaient perdu. Ils n'ont pas pu construire ce qu'ils auraient dû construire donc en 2017 et 2018. Donc, ils nous ont, je dirais, fait des demandes dans ce sens, hein, d'essayer évidemment de régler cela si possible à l'amiable, sinon ils poursuivraient la procédure devant le tribunal administratif. Alors, ma décision a été en effet de les rencontrer et de discuter avec eux de leurs prétentions financières par rapport à ce règlement à l'amiable. Alors on est parti sur environ 77 000 €, c'était la demande, hein. Ça représentait 3 pavillons, un de 219 mètres carrés avec un loyer de 2100 € dans mes souvenirs, un deuxième de 63 mètres carrés, je crois, avec un loyer de 950 €, et un troisième pavillon de 143 mètres carrés, il me semble, avec un loyer de 1400 €. Alors, les deux premiers, c'était sur 16 mois. Le dernier, c'était sur 14 mois. Alors déjà, vous imaginez, vous multipliez, vous voyez qu'on arrive très vite à des sommes importantes, hein, si on applique évidemment cela. Et en plus, ils demandaient aussi, évidemment, de leur payer, je dirais, les frais d'avocat. Ça remontait à près de 8 000 € aussi de frais d'avocat. Bon, évidemment, la discussion a été un peu serrée. On était parti autour de 26 ou 27 000 proposés. C'est possible, nous, hein, bien entendu. Et on est tombé d'accord sur une somme de 39 000 €, hein, qui est quand même assez loin, c'est la moitié à peu près de ce qu'ils réclamaient au départ. Je pense qu'on s'en sort plutôt bien pour la commune, puisque dans le cadre, je dirais, d'un jugement, à mon avis, on aurait eu plus à payer, hein. Bon, évidemment, on n'a pas eu le jugement, donc on ne peut pas savoir, mais on aurait eu probablement beaucoup plus là à payer. Donc,
Vous voyez aussi qu'on s'est entendu avec eux, pour pas gréver de trop le budget quand même communal sur l'année 2020, de diviser en deux, en quelque sorte, cette somme. Une première partie, 19 500, sera réglée d'ici la fin du mois de décembre, et une deuxième partie, 19 500, sera réglée d'ici la fin du mois de juin 2021. Voilà. Voilà les explications à ce protocole transactionnel. Alors, moyennant ce protocole, je dirais, cela éteint évidemment je dirais, tout contentieux, hein. Ça, c'est évident, hein. Bon, vous connaissez le principe, c'est le troisième ou le quatrième qu'on passe depuis de la fin de l'année 2018. Voilà. Y a-t-il par rapport à ce dossier des questions particulières? Pas de questions particulières. Qui est pour ce protocole transactionnel? Donc, combien de voix pour? Comptez-les. Voilà, ça doit faire, à mon avis, c'est, voilà. Qui s'abstient? Abstention, donc 3 abstentions. Voilà. 23, 3 abstentions. C'est ça? Bien, merci beaucoup. Alors, point numéro 4. On poursuit donc. Point numéro 4. Il s'agit de la tarification de la saison culturelle 2020-2021, donc des spectacles et des ateliers de théâtre. Ça a mal démarré. Ça a mal démarré, monsieur le maire, vous avez raison. Espérons que ça va bien finir. Espérons qu'à partir de janvier, au moins, on sera en situation quand même, souhaitons-le, voilà, de réouvrir. Morne saison, pour paraphraser le Morne pleine de Victor Hugo. Oui. Oula, mais il y a des lettres. Ah oui, oui. Et vous voyez, on l'a pas mis à la culture pour rien. Allez, vas-y, excuse-moi. C'est mérité, hein. Excuse-moi. Oui, donc un contexte un peu particulier lié à la crise sanitaire. Toutefois, on a souhaité, vous l'avez souhaité également, monsieur le maire, maintenir quand même un minimum de manifestations culturelles au sein du théâtre Alphonse Daudet. Malheureusement, encore une fois, confinement oblige et règles liées à la crise sanitaire oblige. Un certain nombre d'entre eux n'auront peut-être pas lieu. On va voir comment les choses vont se passer. Toutefois, donc, vous le voyez, on maintient en perspective des spectacles, 6 en tout cas pour l'année 2021. 2 concerts classiques et de jazz devraient avoir lieu, si tout va bien, le 21 novembre et le 8 décembre. 4 spectacles jeunes publics pour les écoles de Coignières, un spectacle théâtre pour le collège, et 5 ateliers théâtre hebdomadaires qui, eux, ont perduré, mais qui ont dû cesser depuis le confinement. Voilà, donc il appartient donc au conseil municipal d'adopter, en fait, de fixer ou alors de modifier ces tarifs. Ils ne doivent pas être supérieurs au coût de revient. L'impact budgétaire pour la commune est nul puisque nous avons décidé de ne pas augmenter ces tarifs. Donc ce sont des tarifs qui avaient lieu jusque-là, qui sont encore en place. Donc vous les avez là sur le tableau. On a effectivement mis en place des tarifs un peu différenciés pour les spectacles qu'on a en petit format qui devraient avoir lieu en novembre et décembre, en espérant qu'effectivement, encore une fois, qu'ils aient lieu. Peut-être le 8 décembre, on peut espérer. Espérons-le. Si on a une bonne nouvelle à la fin du mois. Mais tout à fait. Très bien, voilà, quand même. donc nous proposons le vote de ces tarifs. Bien, merci. Salah, merci beaucoup. Des remarques par rapport à ces tarifs, par rapport surtout à ces spectacles? Oui, Nicolas, pardon. Juste pour savoir, les spectacles qui ont été financés pour la fin d'année, pour les écoles publiques, savoir si il y aura des arts qui sont
préservés ou s'ils auront une date de report suite au confinement. Ils ont été financés, alors est-ce que les gens qui organisent le spectacle prévoient un report, faire une autre date où ce serait possible? C'est des choses Ou qui c'est font de l'argent qui est... Il y a eu un spectacle scolaire, hein, Oui, c'est il y a ça, hein, il y a déjà un qui a eu lieu le 3 Mais je crois qu'il y en a novembre. un qui n'aura pas lieu. Celui du 3 novembre n'a pas eu, Non, il n'a pas eu lieu, hein, celui du non, 3 novembre. Hein. non. Non, mais Ça, hein. effectivement, c'est des choses qui peuvent se négocier et on peut imaginer un report de ces spectacles ouais, et limiter effectivement le coût, en tout cas pour la perte éventuelle. Voilà. Non, mais de toute façon, on fera au mieux, hein, évidemment. Hein. On fera au mieux par rapport à cela. Je pense que le spectacle du 3 novembre, il n'a pas été payé. De toute façon, il n'a pas été. Voilà. Donc, on va voir peut-être avec notre directeur pour voir s'il y a une possibilité. Peut-être, tu as peut-être une idée, Yasmine? Ils sont reportés. Hein, Oui, c'est ça. il y a une possibilité de Oui, c'est ça. report, ouais, effectivement. Ouais, ouais. Parce qu'on a le 4 mai, en sortant de l'école, donc et là, on espère qu'on pourra le faire, celui-là. Et puis, si on peut faire effectivement poule mouillée, Mm. eh bien, on essaiera de le faire peut-être le trimestre d'avant, Oui. peut-être, du mois de mars. Voilà. Bien, parfait. D'autres remarques? Pas d'autres remarques sur les tarifs? Pas de problème, c'est bon. Je vous propose donc de mettre aux voix cette délibération qui est pour adopter à l'unanimité. Merci beaucoup. Alors, on va passer à 3 ou 4, d'ailleurs, délibération plutôt finance, hein, même si les objets ne sont pas forcément des objets financiers. Mais voilà, c'est des nouvelles inscriptions budgétaires, ce sont des constatations de créances éteintes, et ainsi de suite. Donc, point numéro 5 sur la nouvelle inscription budgétaire, donc sur le compte 2764. Ève, c'est à toi, tu nous expliques tout. Merci, monsieur le maire. Bonsoir à tous. Donc, un petit peu le contexte général. En fait, la commune a demandé à la SAFER cet été de préempter sur une parcelle, donc un terrain situé sur la route du Ménil. Donc, pour ce faire, on avait besoin Alors ça rentre dans le cadre de la convention de la veille foncière, hein, qui a été signée en septembre 2019. Donc pour ce faire, pour qu'elle se porte acquéreur, on a dû s'acquitter d'une somme de 29 317,72 €. Donc nous avions une deadline qui était fixée au 27 août 2020, soit juste avant la vente du terrain qui était fixée au 2 octobre. Donc, non, vas-y, excuse-moi. oui. Donc pour ce faire, puisque comme on a fait intervenir un mandataire, nous l'avions pas prévu et donc du coup on l'a par un certificat administratif et pour pouvoir payer la SAFER, donc inscrire la dépense sur un compte provisoire, donc le 2764. Donc on a fait un transfert du compte 2111 terrain nu vers ce compte-là. Donc, une fois qu'on a payé la SAFER, on a dû après annuler, puisque en fait, c'était pas bien fléché. Donc, du coup, on remet en fait sur le compte provisoire. Donc, on a fait la dépense, on a payé la SAFER. Maintenant, on est obligé, pour que l'équilibre budgétaire se fasse. Donc, comme on a inscrit la dépense, il faut qu'on fasse la recette. On flèche, ça s'annule. Et on remet, alors ça devient une tambouille interne, on va dire. On remet sur le compte 2111 donc la somme des 29 317 et voilà. Voilà. Donc, voilà, une technique financière particulière. Bien, ce qui s'appelle une nouvelle inscription budgétaire et pas une au décision compte, modificative. voilà, budgétaire. exactement, au compte DVM. 2764. Voilà. En Bien, fait, des c'est pour remarques? justifier le certificat Oui. administratif qui a été fait et qui a permis de Voilà. payer la SAFER. Permis de Voilà. payer l'intermédiaire qui a été la SAFER SAFER. dans cette opération. Voilà. On aurait pu s'en passer, mais Oui. c'était plus possible. Il fallait préempter. Voilà. On ne voulait pas que cette voilà, soit vendue.
quelqu'un d'autre. Des remarques? Des questions? Pas de questions particulières. Je le mets aux voix. Qui est pour? Adopté à l'unanimité. Merci beaucoup. Alors, le point numéro 6, constatation de créances éteintes. Vous avez vu qu'on remonte loin, hein, 2009. C'est ça, hein? Oui, c'est ça. Ça, c'est la Donc l'ATP nous a fait toute trésorerie, ça. une présentation d'une liste de créances donc, de 2009 à 2019. Donc ça concerne 4 sociétés et un particulier. Donc les 4 sociétés sont en procédure de liquidation judiciaire, donc ne sont plus solvables. Et le particulier était en surendettement. Donc tout ça se monte à un montant de 23 363. Donc nous avions prévu 10 000 euros sur le compte créances éteintes, donc 65,42, qui n'était pas suffisant. On a fait un virement de crédit sur le compte 65,41 de 3 500 euros et on prend 10 000 euros le delta sur les dépenses d'imprévus. Espoir de retrouver ces non, sommes. non. Voilà, en plus, depuis 2009. Depuis pour certains. 2009, non. On a 10 ans là entre guillemets d'impayés, de créances. Voilà. Des remarques par rapport à cela? Pas de remarques particulières. Je vous propose de mettre aux voix cette délibération. Qui est pour? Merci, adopté à l'unanimité. Merci beaucoup. Donc, point numéro 7, on va parler pacte financier. Donc, ça, c'est avec Saint-Quentin. Demande de fonds de concours auprès de Saint-Quentin-en-Yvelines au titre de l'achat et de l'installation d'une borne escamotable. Oui, en effet. Donc, on sollicite le pacte financier, dispositif 2017-2020, pour l'installation, pour l'achat et l'installation d'une borne escamotable au centre commercial du village. Donc, tout ça pour sécuriser le site. Donc ça nous l'estimation des travaux donc se monte à 21 000 euros. Donc on a 50% au titre de la subvention, donc Saint-Quentin, qui se monte à 10 500 euros. Bien, des remarques par rapport à la borne? Voilà, pourvu que ce ne soit pas 1000 bornes, parce que là, ça va nous coûter cher. Hein, on n'est qu'une pour l'instant. C'est la deuxième d'ailleurs. On a changé celle voilà, du... Bien. Donc, qui est pour? Adopté à l'unanimité. Merci beaucoup. Alors, enfin, Ève, tu auras fini ton marathon. Le point numéro 8. Donc, il s'agit toujours du pacte financier. On fait appel à ce dispositif-là pour la réalisation d'un cheminement piéton rue du Gibet et rue des Frères Lumière. Donc en fait, il s'agit d'une deuxième portion puisque la première a été réalisée en 2019. Donc nous avions fait un cheminement piéton en sable stabilisé, donc rue des Frères Lumière et rue Jacquard. Donc là, c'est la continuité, on va dire. C'est ça, hein? Oui, bien sûr. Et ça va permettre de rejoindre le forum de Coignières aux portes de Chevreuse. Voilà, c'est ça. À pied, sécurisé. Exactement. Donc, le montant des travaux s'élève à 22 000 euros et donc on sollicite 11 000 euros. Voilà. Donc, coût pour la commune, 11 000 euros. Des remarques? Pas de remarques particulières. Donc, je mets aux voix donc, cette délibération qui est pour. Adopté à l'unanimité. Merci beaucoup. Alors, on poursuit. Délibération, je pense, après la 8, ça doit être la 9. Hein, il paraît. Voilà, et la 9, je vais céder la parole donc à Cyril Longuepée. C'est sur la révision du plan local d'urbanisme, qui était une de nos promesses là, de campagne. Cyril, c'est à toi, tu nous présentes un peu le dossier. Où nous en sommes? Voilà. Alors, je ne vais pas tout vous expliquer dans le détail. Si vous avez des questions, tout est bien expliqué dans la note de synthèse. Donc, pour rappel, le PLU, nous l'avons adopté le 19 décembre 2019.
Et nous avions bien précisé à l'époque, puisque c'était suite à une longue réflexion, que nous l'adoptions sous réserve de pouvoir ensuite, dès 2020, le mettre en révision. Alors, d'ailleurs, nous avions précisé ou modification ou révision. Donc nous en sommes là. Effectivement, le but est de tenir nos engagements. Donc il a fallu échanger avec les services de l'agglomération par rapport à ça. Pas toujours simple, mais voilà. Sur le principe, donc nous sommes tombés d'accord pour une révision. Alors, nous avions, premier point, nous avions jusqu'au 31 décembre pour lancer cette révision, puisque nous avons intégré l'agglomération le 1er janvier 2016 et que... Oui, c'est ça, 1er janvier 2016. Et que nous avions, il fallait que cette révision soit faite dans les 5 ans. Voilà. Donc, avant le 1er janvier 2021, il fallait que la révision soit lancée, sinon on était obligé d'attendre la révision du PLUI. Voilà. Et donc le passage du PLUI de 7 à 12. Donc pour info, les 5 communes dont Coignères, qui ont intégré l'agglomération le 1er janvier 2016, ont toutes soit déjà révisé leur PLU, soit vont le faire d'ici le 31 décembre. Donc, vont le faire d'ici le 31 décembre, notamment, comme Coignères, Les Clays et Villepreux. Voilà. Donc, Maurepas l'avait déjà fait et Plaisir, la révision est en cours. Voilà. Donc je ne reprends pas tout le contenu de la délibération de principe que nous avions adoptée en novembre 2019, qui expliquait pourquoi le PLU ne convenait pas. Si on résume très très brièvement, le PLU aujourd'hui est essentiellement une transcription de l'ancien poste, sans grande ambition pour Coignères. C'est ça, c'est le principal point qui nous posait problème. Alors on a réfléchi à la meilleure solution entre modification et révision. Effectivement, une modification n'était pas inenvisageable, mais elle nous bloquait sur un point fondamental, c'est que dans le cadre d'une modification, on ne pouvait pas modifier le PADD. On pouvait tout changer dans le PLU, sauf le PADD. Or, c'est quand même c'est le socle, donc tout modifier sans modifier le socle, ça nous a semblé pas très cohérent. Et donc, c'est pour ça que on s'oriente vers une révision pour que ce PADD, ce fameux PADD, soit porteur d'un fil conducteur avec un projet clair, ambitieux et cohérent. Alors, la délibération, vous avez dû regarder, elle a 3 points essentiels. Vous avez d'abord le point 1 qui est la demande que l'on formule à l'agglomération, c'est-à-dire pourquoi on veut réviser ce PLU, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on veut faire dans le cadre de cette révision. Donc il y a effectivement revoir les orientations de la commune en matière d'aménagement, d'urbanisme et de développement durable pour avoir un PLU plus dynamique, plus opérationnel et plus transversal. Réviser donc le fameux PADD, construire un PLU qui affirme mieux l'identité de Coignères, engager une vraie réflexion sur le fonctionnement des différentes zones du PLU. Là, donc, on fait allusion notamment à la monofonctionnalité des zones d'activité. Préciser les OAP, les orientations d'aménagement et de programmation existantes. On a 2 OAP aujourd'hui qui sont, au moins pour l'une d'entre elles, une belle coquille vide, l'OAP du quartier-gare. Et donc, grâce aux études qui seront lancées, l'idée, c'est quand même de remplir cette OAP, qu'elle ne soit plus une coquille vide, qui était l'un des principaux reproches du commissaire enquêteur. Réfléchir à l'opportunité d'introduire une ou plusieurs OAP supplémentaires, notamment sur les zones d'activité, parce qu'effectivement, quand on regarde le PLU de Maurepas qui a été révisé sur la zone Paris-Ouest, sur la partie de la zone Paris-Ouest qui est à Maurepas, il y a une OAP, sur la partie qui est à Coignères, il n'y en a pas. Tout ça, c'est pas très cohérent. Une harmonisation serait souhaitable. Voilà, et d'ailleurs, c'est le point suivant, harmoniser le PLU de Coignères, notamment avec celui de Maurepas, en particulier sur la zone d'activité Paris-Ouest. Alors quand je dis Paris-Ouest, ça veut dire Paris-Ouest, Forum JB et Porte de Chevreuse. Mieux préserver les espaces naturels, agricoles et forestiers, et mieux protéger le patrimoine historique, et en particulier le caractère rural du village,
et prendre en compte les résultats de tous les travaux réalisés ou en cours. Donc, quand je dis les travaux, c'est que, notamment au niveau de l'agglomération, il y a eu beaucoup de travail de fait au cours des 2 dernières années, enfin, depuis que notamment en particulier depuis que le PLU avait été arrêté. Donc, à partir du moment où il a été arrêté, il a été un peu figé, hein, on n'a pas pu modifier grand-chose avant son adoption. Et donc, il y a eu le PCAET, le plan agriculture et circuits courts, le PLH, le plan bruit, le plan paysage, l'étude centrée hameaux anciens, enfin tous ces éléments-là sur lesquels il y a eu une réflexion à 12, des 12 communes, c'est important de pouvoir l'intégrer. Voilà. Donc ça, c'est les raisons. Le deuxième article concerne les modalités de collaboration entre Saint-Quentin et la commune. Donc, effectivement, je rappelle que c'est Saint-Quentin qui tient le crayon. Mais effectivement, il faut qu'elle ait des instructions de notre part, sinon ils écrivent ce qu'ils peuvent ou ce qu'ils veulent, mais si on ne leur dit pas quelles sont nos attentes, nous, en tant que commune, ben, voilà. Ça ne les empêche pas d'écrire un PLU, la preuve, mais le résultat n'est pas forcément au rendez-vous. Et l'article 3, qui est quand même très important, définit les modalités de concertation avec toutes les personnes concernées. Donc pour être clair sur ce point, les modalités de concertation, et d'ailleurs même au niveau de la collaboration, mais en particulier la concertation, ça ne veut pas dire qu'on ne fera pas plus que ce qui est indiqué là. Ça veut dire qu'on s'engage à au moins faire ça. Voilà, c'est-à-dire que ça, on est sûr de pouvoir le faire. Mais si on peut faire plus en termes de concertation, on verra ce qu'on peut faire en fonction aussi des conditions sanitaires, en fonction de tout ce que le contexte nous permettra, mais bien évidemment, si on peut, on ira au-delà. Voilà. Merci Cyril pour ces précisions. Il faut le savoir que dans cette révision du PLU, on part pour 2 ans et demi de travaux. Hein. C'est à peu près cela. Hein. Un PLU, c'est 2 ans et demi à 3 ans. Hein. Donc, ça sera un gros travail. On mettra en place évidemment une commission sur le PLU. Hein. Où travailleront les élus hein, dans cette commission, de façon à, je dirais, avancer le plus vite possible, mais d'une manière surtout la plus efficace possible. La vitesse n'est pas toujours l'efficacité hein, dans ces domaines. Voilà. Et puis en ce qui concerne la concertation, moi je suis effectivement pour qu'on aille au-delà de ce qui est dit là, mais bon, ça on le verra effectivement. Bon, j'espère quand même en 2 ans et demi, 3 ans, on en aura fini avec le Covid-19, on aura peut-être le Covid-20 ou 21, mais on en aura fini peut-être avec le Covid-19. Voilà, des remarques, pas de remarques particulières, pas de... Personne souhaite intervenir sur cette révision du PLU. C'est vrai que c'est quelque chose qu'on avait annoncé depuis longtemps, c'est quelque chose qui nous tenait à cœur, et je pense que ça sera quelque chose d'utile. Voilà. Merci. Donc, je vous propose de mettre aux voix cette délibération qui est pour adopter à l'unanimité. Merci beaucoup. Alors, après le 9, il y a le 10. Révision du tableau des effectifs. Florence, c'est à toi. Merci, monsieur le maire. Bonsoir à tous. Voilà, donc je vous parle des tableaux. On remet à jour le tableau des effectifs. Il y a des mouvements hein, toujours en fin d'année. Il est important d'opérer des ajustements, tout en sachant que on parle aussi de promotion interne, d'ancienneté. Donc il y a des créations de postes et des transformations. Voilà. Est-ce qu'il y a des questions à ce sujet-là? Allez-y. Par rapport au dernier tableau qui a été présenté, hein, qui précise le 7, puisque ça date de juillet, Oui. il y a une augmentation d'effectifs budgétés de 7 personnes, sachant qu'il y a 2 postes qui ont disparu dans le tableau. Donc, est-ce que vous pouvez nous faire un état des 9 postes?
Qu'est-ce que vous... J'ai pas En bien fait, entendu, au, excusez-moi. au dernier tableau, il y avait 133 en effectif budget utilisé, et là, il y a 140 en effectif. Oui, alors on a complété il y a il y a eu des embauches. On a embauché auprès de postes qui n'étaient pas pourvus. Voilà. Donc je vous donne un exemple. Voilà, on a embauché un électricien, un peintre, non, bah, excusez-moi, un menuisier. Donc voilà, entre autres. Voilà, beaucoup plus. C'est surtout des embauches au niveau du CTM, Centre technique municipal. Ce sont des postes qui n'étaient pas pourvus ou des départs. On pourra avoir la liste des postes supplémentaires. Des postes non pourvus? Oui. Donc, sachant qu'il y a quand même un gros gap aussi entre le réalisé et le budgété, puisque maintenant on passe à 24, hein, 24 postes. Au budget, il y a 140 postes, et actuellement il y a réalisé 116. Donc ça fait un énorme gap. Oui, parce qu'il y a des postes qui n'ont pas... Enfin, il y a des postes du fait des promotions, du fait Voilà. des... comment dire, je dirais des évolutions de carrière. Vous le voyez là, en fait, c'est pas des postes nets qui se créent, en fait, hein. C'est des postes qui sont effectivement créés, mais c'est quelqu'un qui quitte un poste pour entrer dans un autre poste. Voilà. Au mois de décembre, on ajustera tout cela et vous verrez qu'il y a des postes qui seront supprimés, Oui. évidemment, de fait, puisqu'il n'est pas question, on n'a pas les reins assez solides pour embaucher comme ça des dizaines de personnes en ce qui concerne notre collectivité. D'ailleurs, De toute façon, c'est ce qui est normal dans une carrière, hein. Il y a toujours des promotions internes, donc ce sont des promotions qui sont faites soit à l'ancienneté, et on propose aussi des candidatures auprès du CIG 78 pour des promotions internes. Voilà. Et nous en avons d'ailleurs eu une d'acceptée. et si vous vous souvenez, on avait, c'était en 2019, je crois, on avait supprimé 18 postes comme ça, Oui. en fait. Donc on fera à nouveau évidemment le ménage dans le tableau des effectifs. On avait effectivement supprimé, oui, de mémoire, hein, c'est ça, hein, 18 postes hein, qui avaient été supprimés en 2019, parce que là aussi, voilà, il y avait un gap, il y avait une réalité. C'est vrai que une commune comme Coignères, 116, je dirais jusqu'à 120 postes, c'est tout à fait acceptable. On est dans voilà, on est dans les normales, compte tenu de la dimension de la commune, compte tenu aussi du fait que c'est une commune atypique. Mais évidemment, il n'est pas question d'embaucher 140 personnes, hein. D'ailleurs, je ne sais même pas où je les mettrais, hein. Franchement, il faudrait multiplier, il faudrait construire à côté de la mairie un autre bâtiment pour loger ce personnel qui sera embauché, hein. C'est évident, hein. Et puis, ce qu'il faut savoir, c'est quand on pourvoit un poste sur la commune, la personne qu'on a embauchée n'a peut-être pas tout à fait, a pas le même grade obligatoirement. Donc, ce qui va annuler l'ancien et ce qui permet de créer le nouveau. Voilà. Et ben c'est ça là, hein, c'est des Ouais, annulations ça, et des ouais. créations. Ouais. Voilà. Bien, d'autres remarques par rapport à ce tableau des effectifs Oui, encore quelques Allez-y, remarques. allez-y, allez-y. Au niveau de la police municipale, on voit pas beaucoup d'embauches au budget. Ça fait un certain temps qu'il y a 8 personnes au budget et puis on voit pas de recrutement. Est-ce que c'est en cours? On est 6. On sait que c'est compliqué de recruter la police municipale. Non, mais C'est six. pour l'instant, il n'est pas question de recruter 2 policiers municipaux en plus, hein. Donc là, c'est bien dans la même démarche Oui, oui, bien que vous sûr, allez faire bien le sûr. lifting des effectifs. Bien sûr, bien sûr. Ouais. Mais le problème, c'est que l'on avait des policiers qui étaient, il faudrait revoir cela, qui étaient partis, en effet, mais dont les postes sont restés sûrement ouverts. Mais nous, comment dire, notre but, on a embauché au total, donc on a 6 policiers aujourd'hui. Nous sommes une commune de 4500 habitants, hein, si on veut faire vite. On compte généralement dans les communes un policier pour 1000 habitants. On est au-delà, je dirais, de la moyenne à l'heure actuelle. Pour l'instant, la police municipale donne entière satisfaction dans son fonctionnement, dans son organisation à 6. En fait, nous avons 2 agents
2 policiers municipaux et 4 ASVP. Alors, ce qui va se passer probablement dans un avenir plus ou moins proche, c'est qu'un de nos ASVP passe le concours et devienne à ce moment-là policier municipal. Donc on aura, et c'était l'objectif, 3 policiers municipaux, 3 ASVP. Voilà, c'est ça un peu l'objectif à terme. Mais il est évident, je ne pense pas que l'on embauche 2 policiers municipaux supplémentaires. Hein. Pour l'instant, j'en vois pas véritablement la raison. En plus, c'est pas négligeable hein, comme dépense aussi, hein, bien entendu. Hein. Ça fait quand même des dépenses importantes. Du coup, Voilà. les ASVP, on les met dans quelle catégorie là? Parce que ça n'apparaissent pas dans le tableau. Oui, c'est la Technique. filière, oui. Ils sont sur la filière technique. Technique. D'accord, Ouais. ok. Ils sont dans le Oui. tout venant, on voit pas la distinction. Voilà, oui, c'est sûr que le tableau est bon. C'est C'est des comment dire, gradins. c'est un tableau classique. Hein, et ils sont construits comme ça, ces tableaux d'effectifs. Mais voilà. Oui, ça n'existe pas. Oui, c'est ça. Il y a une filière policier municipal, mais il n'y a pas de filière SVP. Ça explique qu'on les retrouve dans le personnel technique. Il y en a même qui quelquefois sont le personnel administratif. Mais ça peut Oui. arriver, hein, voilà. Ouais. C'est-à-dire qu'on peut les retrouver aussi. Mais là, je pense que tous nos tous nos ASVP doivent être dans la filière technique. Hein. Oui. Oui, C'est oui. ça. Hein. Ils sont tous On en là. avait un pendant un certain temps qui était dans la filière administrative et qui a basculé dans la filière technique. Voilà. Donc en principe, là, vous avez votre réponse. Autre question, Monsieur Girard, peut-être? Oui, Je belle devrais vous garder transition. votre Je vois micro que ouvert. monsieur Lani a pris la parole. Monsieur Lani, il y a quelque temps, par sa signature, j'ai vu qu'il a changé de fonction. Pourquoi, tout simplement? Voilà. Alors là, Sachant, on n'avait pas changé de fonction, changé de titre. Parce que vu que monsieur Lani m'a dit qu'il n'avait pas changé de fonction, donc pourquoi changer de titre, tout simplement? il est devenu donc, directeur donc de la coordination. Voilà le terme, coordination administrative. Alors l'idée, c'est, je dirais, une situation qui nous a été plus ou moins imposée ou soufflée par le CIG, c'est-à-dire qu'il y avait, semble-t-il, dans l'esprit des agents une certaine confusion en ce qui concerne le directeur de cabinet, le DGS, à qui s'adresse-t-on, comment, voilà. Donc il y avait cette confusion qui pouvait créer peut-être pour certains agents un certain mal-être, dans le sens où ils disaient la gouvernance finalement est un peu floue. D'où l'idée de clarifier cette gouvernance en supprimant en quelque sorte notre directeur de cabinet, hein, c'est-à-dire passe aujourd'hui de directeur de cabinet, et en promouvant Monsieur Lani au poste de directeur de la coordination administrative, et c'est l'entrée en quelque sorte pour l'ensemble des agents en collaboration avec le DGS aujourd'hui. Donc il n'y a plus de directeur de cabinet au sens strict du terme. D'ailleurs, Monsieur Lani, je dirais, va devenir un agent de la fonction publique en quelque sorte. Il sera plus contractuel, comme il l'est à l'heure actuelle. Donc, son dossier était à Saint-Quentin. Son dossier va être rapatrié donc à Coignières. Voilà, c'est une organisation provisoire pour l'instant, dans l'attente du fameux audit. Mais il était nécessaire, à mon sens, de mettre ça en place assez rapidement pour pas que la confusion perdure, et cela pouvait poser des problèmes de gouvernance et même des problèmes même un peu de mal-être par rapport aux agents. Donc il fallait mettre un terme à cette situation et le faire plutôt assez vite, avant même le résultat de l'audit. C'est ce que j'ai fait, ça dépendait effectivement du maire. C'est ce que j'ai fait. Ça a été présenté, pareil, en comité technique, et présenté à l'ensemble là des cadres de la commune, et ensuite à travers, je dirais, une note à l'ensemble des personnels. Voilà.
Et moi, personnellement, je trouve que directeur de cabinet, c'était moins confusant. Voilà, c'est rattaché à la fonction du maire, tandis que directeur de coordination administrative, comme ça, vous nous l'expliquez, mais Vous savez, donc il vous est rattaché à la fonction du maire, comme monsieur le DGS également. Donc ça reste relativement confusant. Alors, voilà, mais c'est c'est mon avis provisoire. personnel. C'est provisoire. Non, non, la porte d'entrée est claire aujourd'hui pour tout le monde. Voilà. Et c'est pour l'instant une organisation provisoire en attendant le résultat de l'audit. Bon, voilà. Non, non, mais je vous dis, c'est poser la question, c'est beaucoup plus clair aujourd'hui pour D'accord. tout le monde au sein de la question mairie. aux agents. C'est beaucoup plus clair pour tout le monde au sein de la mairie et ça fonctionne plutôt bien. On a tenu trois comités de direction. Il y a maintenant un comité de direction, donc les choses sont bien claires. Il y a un vrai comité de direction pour un fonctionnement qui est, à mon avis, plus efficace aujourd'hui. Maintenant, l'audit nous dira peut-être qu'il faut modifier cela. À ce moment-là, nous verrons en fonction des préconisations pour modifier cela. Voilà. D'ailleurs, on m'avait reproché d'avoir pris un directeur de cabinet. Je me souviens en 2018, au premier ou au deuxième conseil municipal. Aujourd'hui, j'ai plus de directeur de cabinet. Et puis voilà. Et toujours dans le tableau. Hein. Oui, mais ça, c'est au 17. Ça ne vous a pas échappé. C'est le tableau 17-11. Oui, Hein. voilà. Voilà. Donc, au mois de décembre, il ne sera plus dans le tableau. Dans le lifting du tableau. Voilà, on va le nettoyer du tableau. D'accord. Bon. On le Alors, supprime. bonne chance, monsieur Lani, dans vos nouvelles fonctions. Alors. Voilà. Non, mais bon, c'est pour l'instant, ça reste, je vous dis, provisoire. On verra ensuite ce que nous dira l'audit par rapport à tout ça, par rapport à la gouvernance, puisque l'audit se penche aussi, bien entendu, sur la gouvernance. Voilà pour le tableau des effectifs. Est-ce qu'on a répondu à peu près précisément à toutes vos questions, monsieur Girard? Ça va. Bon. On verra plus tard. Voilà. Voilà. Bien. Chaque chose en son temps. Voilà. Merci. Donc, je me propose de mettre aux voix. Qui est pour? Bon. Qui s'abstient? Qui est contre? 3 contre. Parfait. Merci beaucoup. Alors, on termine par une information sur le plan communal de sauvegarde, ce fameux PCS, voilà, qui avait peut-être existé il y a 15 ans ou 20 ans, et dont on avait perdu la trace, la mémoire, tombé en totale désuétude d'ailleurs, hein, et qui finalement, je dirais, a été remis en selle par nos soins là, quand, en 2019. Hein, c'est cela. Je vais laisser la parole à Cyril qui va nous expliquer tout cela. Voilà, Cyril, c'est à toi. C'est bon? Oui. Voilà. Bon. Donc, oui, merci. Alors, effectivement, ça c'est... Alors, je ne sais pas si ça fait partie des cadavres qu'on a déterrés en arrivant, mais en tout cas, on l'a déterré. Puisque on s'est aperçu que il n'y avait pas de PCS et de DICRI Macouanière à proprement parler. Donc effectivement, on a retrouvé un document de 2005, on va dire qui faisait office de PCS. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'en gros, c'est une obligation depuis 2004. C'est-à-dire depuis 2004, la loi de modernisation de la sécurité civile a permis induit une obligation pour les communes qui sont soumises à un plan particulier d'intervention, ce qui est le cas de Coignières depuis 2004, de faire dans les 2 ans un PCS. Donc il y a eu un document, une première base réalisée en 2005. Et depuis, plus rien. Bon, accessoirement, je crois que ça doit être marqué dans le document, ça doit être revu tous les 5 ans. Bon. Donc en 2013, il y a eu un chantier qui a été initié, mais qui n'a jamais abouti. C'est-à-dire que le cabinet qui a travaillé a fait une proposition en 2014 qui restait lettre morte.
une nouvelle proposition en 2016 qui est aussi restée lettre morte. Et donc, quand nous sommes arrivés, nous avons découvert la situation et nous sommes dit qu'on ne pouvait pas en rester là. Donc, on a relancé le travail. Heureusement, le cabinet existait encore et il a pu être mené à son terme. Donc, un plan communal de sauvegarde, il est réalisé, comme son nom l'indique, à l'échelle de la commune, sous la responsabilité du maire, pour planifier les actions des acteurs communaux de la gestion du risque. Donc, ce sont les élus, les agents municipaux, les bénévoles, les entreprises partenaires. C'est un document très très complet. Les événements qui sont évoqués sont les événements majeurs, naturels, technologiques ou sanitaires. Et le but, c'est de l'information préventive et la protection de la population. Donc, il recense de façon très complète les vulnérabilités et les risques, présents ou à venir, sur la commune et les moyens qui sont disponibles. Il prévoit l'organisation nécessaire pour assurer l'alerte, l'information, la protection et le soutien de la population au regard des risques. Je vous passe l'origine et le contexte réglementaire qui sont. C'est arrivé en 2004 suite à l'explosion de l'usine AZF en 2001. Ce qui est important, alors je vous détaille le contenu est expliqué. Ce qui est important, c'est que à la fois c'est un premier aboutissement d'avoir un PCS, je dirais, valide et à jour. C'est très important puisque il va faire l'objet il sera entériné d'ici la fin du mois de novembre. L'objet d'un arrêté du maire. Voilà, un arrêté du maire, c'est exactement ça, et transmis au préfet. C'est à la fois un aboutissement et le début d'autre chose, puisque ça va nous permettre ensuite de déboucher sur un DICRIM. Et je dirais l'élément important pour les habitants, c'est le DICRIM. Le PCS, il n'est pas public. Il n'y a que les personnes habilitées qui peuvent y avoir accès, parce qu'il contient beaucoup d'informations confidentielles, donc il n'est pas du tout prévu que des personnes mal intentionnées y aient accès. Donc c'est le DICRIM qui, lui, sera élaboré et sera diffusé à la population. Donc il y a déjà un travail en cours sur le DICRIM à partir de ce PCS. C'est la prochaine étape. On espère faire aboutir ce DICRIM rapidement, puisque dès qu'il sera finalisé, il sera transmis à la population, qui à ce moment-là saura quels sont les risques précisément et comment réagir en cas de problème. Voilà. Je pense même que si les conditions le permettent, nous irons jusqu'à l'organisation d'un exercice de simulation, idéalement au cours du premier semestre 2021. Voilà. Donc là, on est dans un schéma cohérent. Si vous vous rappelez, au mois d'octobre, il y a eu une délibération pour la sirène sur le château d'eau. Voilà. Tout ça, ça rentre dans ce schéma-là. Voilà. On avait vu à cette occasion que ce n'était pas évident. Hein. Donc, il y a nécessité effectivement d'informer la population et le DICRIM est là, en effet, pour cela. Avant même la simulation, je pense qu'il serait bien de tenir quelques réunions publiques aussi, en présence d'Olivier Flix, qui s'était proposé de venir à Coignières. Olivier Flix est le responsable à la préfecture des questions de sécurité et de prévention. Donc, nous ferons un certain nombre de réunions publiques avant, si on peut. Moi, j'espère qu'on va pouvoir quand même, voilà, d'ici 2-3 mois quand même, de façon justement à informer la population et à leur présenter effectivement ce DICRIM. Et puis ensuite, le DICRIM sera envoyé, sera dans tous les documents de toute façon de la ville, sur tous les supports et envoyé à la population afin de savoir quoi faire quand on entend notamment la sirène. Tout à fait. Et pas seulement la sirène. Voilà, et savoir quels sont les lieux finalement où se retrouver en fonction, je dirais, du type d'accident ou d'incident. Voilà. Bon, c'est un document important, hein, qui manquait aujourd'hui en ce qui concerne notre commune. Voilà. Je prendrai un arrêté d'ici la fin novembre pour ensuite envoyer ce PCS donc, en préfecture.
On a travaillé avec la préfecture, hein, donc en principe, ils vont pas nous le retoquer, mais voilà, voilà l'information. Merci Cyril pour ces informations. Des remarques par rapport au PCS? Pas de remarques particulières? Bon, très bien. Y a-t-il des questions? Oui, 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 justement, j'en reviens justement sur la sécurité. Euh, le- les jours diminuent, la luminosité aussi. La nuit arrive vite et les élèves collégiens se baladent dans la rue le matin de bonne heure pour aller à l'école. Il fait nuit bientôt. Et il fera nuit quand ils vont rentrer. Et oui, le ça problème, c'est que les existe depuis la passages nuit des temps, piétons, ça. oui, bien Oui, sûr, allez-y, mais allez-y, c'est que les pardon. passages piétons dans Cognères sont pas bien éclairés. Ouais. Les voitures roulent vite. Et j'aimerais savoir s'il est entrepris quelque chose pour que ces passages piétons soient correctement éclairés. Pour Près que des les écoles, jeunes... ils sont pas éclairés du tout? Sur Il y en l'école a que Bouvet, il deux est ou éclairé trois ou qui pas? sont éclairés sur la commune. Correctement, hein. Sur les Après, écoles, ils sont éclairés en principe? en face du parc de la Prévenderie, oui. Oui, Devant l'école Bouvet, oui. oui. Mais les autres, non. Et, je pense qu'il serait bien de les éclairer un peu plus pour éviter qu'il y ait un accident un jour. Il, il est éclairé devant le collège? Comment? Oui. Bon, non, non, mais c'est une bonne Non, suggestion, mais je hein. On comprends va que pas, les au écoles soient contraire, hein, moi je la éclairées, mais prends comme que une ceux aux alentours, contribution à l'amélioration évidemment des choses. bien sûr. Non, parce que enfin, je pensais qu'aux écoles, pour y être collège, c'est éclairé. Donc, les écoles, c'est éclairé. Bon, après, c'est vrai il y a des passages pour piétons qui ne sont pas éclairés. C'est éclairé aussi le passage, devant rue. Alors, sur le devant le Buffalo, c'est pas éclairé. Sur la rue de la Prévenderie, c'est pas éclairé. C'est en plein Ouais. virage. Oui, Quand il fait sombre, il faut vraiment faire attention. Et vu ouais, qu'il y a oui. beaucoup de passages et que les voitures roulent On vite, va faire un recensement à la limite, hein. je pense que ça serait bien de revoir justement cette Voilà. sécurité. Oui, oui. Je pense que l'idée, c'est peut-être de faire un recensement, voir un peu, en plus, en fonction aussi Bah, des du lieux passage. plutôt accidentogènes. Effectivement, celui près du Buffalo n'est pas éclairé. Ça, je suis d'accord avec vous. C'est vrai. Celui qui donne du côté des Vignerons sur l'avenue de Morpa, il est éclairé, hein. Il est éclairé celui-là, hein. Tout éclairé. Mais il y en a quelques-uns comme ça qui ne le sont pas, c'est vrai. C'est vrai. Non, mais au moins on verra les piétons. Parce que quelquefois, quand le piéton apparaît dans le phare, c'est des fois un peu tard, quoi. Surtout qu'il y a effectivement quelques véhicules qui roulent vite. Voilà. Non, non, mais c'est une bonne idée, hein. On va faire un recensement, hein, vérifier, faire un recensement en ce qui concerne ces passages pour piétons et voir ceux qui ne le sont pas, surtout dans des lieux qui pourraient être accidentogènes, hein. Ça, c'est évident, hein. Il faut vraiment faire attention à ça. Merci pour cette suggestion. D'autres questions, d'autres remarques? Position De Nicolas. de Nicolas, oui. De Monsieur Grodaillon, si De tu veux. Monsieur Grodaillon. Parce que même quand c'est éclairé, les piétons sont souvent habillés de sombre. Bah oui, t'es mal Ah, placé voilà. pour en parler. Et ça, c'est vraiment difficile pour ceux qui sont en voiture de les détecter, même quand c'est bien éclairé. Et est-ce qu'il ne faudrait pas plutôt aller vers aussi aller vers une prévention Oui. au niveau de l'école et demander peut-être les équiper de gilets, enfin je ne sais pas, mais avoir quelque chose ou même un brassard avec... on le fait sur les vélos, pourquoi ne pas aller dans ce sens-là et essayer de voir comment on pourrait équiper les jeunes Oui, je suis tout à fait d'accord. voilà. Après, il y a des lumières qui sont assez bleues intenses, qui flashent bien sur les passages piétons et qui éclairent bien les gens. Oui. Même qui éblouissent les voitures un petit peu quand ils passent. Et ça fait ralentir aussi un peu. Ouais, ouais. Là, il y a une réflexion aussi sur le passage piéton, vous voyez, de la prévenderie, c'est-à-dire celui dans l'avenue de Morpa, là, à l'entrée
où là, il y a des véhicules qui peuvent passer très vite aussi. Donc, j'ai demandé au service technique d'étudier la possibilité, effectivement, de faire quelque chose qui ralentisse réellement les véhicules, qui ne se servent pas de la petite butte comme toboggan pour passer. Voilà. Il y en a qui le font, il y en a qui ralentissent très correctement. Il n'y a pas. Mais il y a un risque là, et il y a beaucoup d'enfants qui vont au square de la prévenderie en face, et voilà, évidemment là, il y a quand même un souci, même si ce passage est éclairé, il y a quand même un souci. Il y a quand même un souci pour casser la vitesse, cet endroit. J'ai vu aussi malheureusement que les feux, les fameux feux, qui, je dirais, se mettent au rouge quand on va trop vite, sont interdits aujourd'hui. C'est illégal, il paraît. Tous les maires qui ont installé des feux comme ça dans leur commune sont obligés de les retirer aujourd'hui. Il doit y avoir l'Automobile Club ou je ne sais trop quoi qui a trouvé la faille, et qui fait qu'aujourd'hui, vous savez, dans ces villages souvent où il y a une ligne droite, vous savez, si vous passez au-delà de 50, le feu se met au rouge. Il paraît que c'est interdit. Ça avait été une idée, d'ailleurs on l'avait évoqué entre nous, en se disant, est-ce que l'on met un endroit, un feu de ce type pour bloquer? Bah non, on peut pas. On peut pas aujourd'hui. Voilà, il faudra qu'on... Ça, c'était quand même assez dissuasif. Ça permettait d'arrêter le véhicule. Oui, Nicolas, pardon. Rob, celui-là. Ouais. Oui, enfin, tu vas un peu fort là, hein. Parce qu'il y a une partie de la ville qui est en zone 30 et le piéton a priorité d'un bord à l'autre du trottoir, de toute façon. Oui, il y en a qui font de la provoque. Oui, oui, mais ils ne roulent pas tous normalement, hein, Nicolas. Oui, 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 c'est sûr, c'est sûr, c'est sûr. Oui, 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 non, non. Bah, ça dépend où ils traversent. S'ils traversent en zone 30, ils sont prioritaires d'un bout à l'autre. Quel- Voilà. Mais ah, ça c'est autre chose. Ça c'est autre chose. Ça c'est autre chose après. Oui, 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 non, mais non, on est d'accord. C'est le rôle de la famille, c'est le rôle de l'école, c'est notre rôle aussi de rappeler en tant qu'élu aussi certaines choses. Et c'est vrai qu'un rappel peut être nécessaire. Bah, je vais remettre un peu de l'eau au moulin de Monsieur Rob, hein, puisque en fait, je pense que on est au courant avec Madame Renaud, enfin et Sylvie évidemment, par rapport au carrefour accidentogène entre l'allée de la Meulière et la rue de l'Atlas. C'est certainement là que tu parles, Nicolas. Dès qu'on sort et que c'est l'entrée-sortie du collège, c'est une catastrophe. Ouais. Ils sont en plein milieu de la rue, on est obligé de s'arrêter, ils nous passent devant. Enfin, ça serait bien de faire passer les forces de police, au moins qu'ils soient un peu pédagogiques de temps en temps sur ce carrefour, parce que Le des problème, fois c'est des gens freinent et puis voilà quoi. au C'est moment où ils sortent, les forces de police sont devant les établissements. ouais, ouais, C'est souvent compliqué. Mais ouais, bon, voilà. non, non, mais je pense C'est, qu'il y a sûrement une opération à mener. Et voir d'ailleurs, c'est des collégiens, hein. oui, C'est c'est des les sorties de collégiens. Donc, collège, oui. c'est peut-être à voir aussi avec le principal du collège, ça, hein. Mm. Il y a sûrement. Bon, on a des élus au conseil d'administration, hein, mais je pense que c'est à voir peut-être avec le principal du collège pour qu'il y ait un rappel quand même d'un certain nombre de choses. Et puis, effectivement, sur la voie publique aussi, peut-être à ce moment-là, signaler aux collégiens qui n'ont pas à être effectivement au milieu de la route. Oui, ça, c'est sûr.
suis d'accord avec toi, hein. Mais il y a ceux aussi des écoles primaires et maternelles, hein. Les parents qui accompagnent les enfants font la même chose. Donc déjà, ils éduquent les enfants Ah, à il est faire mal, ouais. cette traversée en dehors des passages piétons. Et puis après, si on appelle les forces de police pour inciter les collégiens à utiliser les trottoirs et à utiliser les passages piétons, je ne sais pas, dans notre allée Mm. notamment, puisqu'on a une sente qui arrive du collège et qui permet aux élèves de repartir vers chez eux, eh bien, on n'a aucun trottoir de libéré pratiquement. Ils sont obligés de marcher au milieu de la route, dans notre allée. Donc, Dans beaucoup bon, d'allées. on est, oui, dans l'allée de la Meulière. Donc, Oui. Et c'est le cas dans pratiquement donc toutes les on est allées de un Coignères. peu. Bon, c'est sûr qu'il faut les encourager à faire Ouais, attention. C'est vrai que surtout dans la rue de l'Attelage. c'est après rue de l'Attelage. Pourtant, rue de l'Attelage, il y a de la place sur les trottoirs Ah maintenant. non, mais là, et Ah, quelquefois, surtout du ils sont bout, plantés. il n'y a plus de voitures sur les trottoirs. Ils Hein. sont plantés au milieu du Ah oui, carrefour. mais ils avaient tellement l'habitude qu'il y avait des Eh oui, voitures sur le mais- trottoir qu'ils ont pris la route au milieu. Et après, changer une habitude, c'est compliqué. Bon, enfin, on en plaisante, mais c'est vrai qu'il y a quelque chose à faire sur. Oui. Puis la rue de l'Attelage, c'est pas une allée, hein, c'est quand même une rue. Hein. Ça passe dans les deux sens, ça peut rouler quelques fois vite, même si c'est du 30 km/h. Ouais, ouais. Comme les vélos sur les trottoirs, ça n'a rien à faire sur un trottoir, un vélo. Hein. Ça doit être sur la route. Voilà. On leur a pas appris à rouler sur la route. Bien, allez, cela dit, est-ce qu'il y a d'autres remarques, d'autres Oui, questions? si vous voulez bien. Oui, allez-y. Oui. Oui, dans la même série, vu qu'on est un petit peu, on dit une réunion de conseil de quartier, mais Ouais. le, Entre nous, le- là, le hein. collège qui actuellement, le collège, enfin, surtout le gymnase qui est actuellement ferme les activités nocturnes et est éclairé tard dans la nuit, si c'est possible, d'avoir une programmation, je suppose, si c'est possible de faire en sorte qu'à partir d'une certaine heure, ça soit éteint. Là, en ce moment, c'est Versailles un petit peu, le gymnase, jusque des 20h, 21h et tous les jours, voilà, tout simplement. Et ensuite, une dernière question concernant, là, vous deviez revenir vers nous pour les commissions extra-municipales. C'était On va pas le à faire ce le conseil? mois de décembre. D'accord, ok. Donc, Merci. on devait le faire au mois de novembre, mais là, avec les événements, avec tout, voilà, et puis on le fera au mois de décembre. Voilà. Non, mais le gymnase, oui, tout à fait, tout à fait. Je pense que ça, on doit pouvoir éteindre, non, le gymnase? Ça ne doit pas poser de problème. Hein. Déjà, on s'est bagarré sur des lumières qui restent allumées dans les écoles, sur à plusieurs reprises, il a fallu, je dirais, un peu. Voilà, maintenant c'est réglé. C'est réglé pour l'instant. Mais il n'y a pas de programmation. Mais c'est à l'intérieur du gymnase, hein, c'est bien ça. Hein. Sur les parkings. Ah, sur les parkings. Oui. Et ça c'est Saint-Quentin, ça, sur les parkings, non? Oui. Oui, parce que par exemple. C'est éclairé toute la nuit alors. C'est ce que vous me dites. Voilà. Par exemple, j'ai fait une demande à Saint-Quentin pour que pendant la période de confinement, il y ait une expérimentation qui soit faite pour qu'on diminue l'intensité lumineuse, voire qu'on éteigne à partir de minuit. Entre minuit et 5 heures du matin, en pleine période de confinement, on pourrait quand même envisager le fait d'essayer d'éteindre, supprimer cette pollution en quelque sorte lumineuse. Je vous dis tout de suite, je dirais ma démarche pour l'instant n'a pas abouti. Hein, vous en rendez bien compte, on n'est pas encore dans l'aboutissement. Alors, on me rétorque que c'est extrêmement compliqué, qu'on n'est pas préparé à ça, mais enfin bon, si on n'avance pas sur ces questions-là maintenant rapidement, on n'avancera jamais. Donc, l'idée, c'est quand même qu'on arrive à obtenir de Saint-Quentin, en fait, qu'on puisse au moins expérimenter, surtout en ce moment, quoi. Enfin, on est dans une période. On avait déjà fait la demande avec le maire de Magny
Bertrand Houillon en fin mars, je crois début avril, pour comment? Oui, non, mais c'est pas Saint-Quentin. Non, 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 ça marche pas. Non, non, c'est Saint-Quentin. Il y a un refus d'entrer dans cette. Pour l'instant, je dis bien pour l'instant, hein. Peut-être qu'à terme, on aura la possibilité d'éteindre, tout moins une partie de la nuit entre minuit et 5 heures du matin, voilà, ou au moins qu'on ait une diminution de l'intensité lumineuse telle que, voilà, dans cette période. Voilà, bon, on en est là pour l'instant. Réponse plus qu'évasive. Alors, fin de non-recevoir, dirons-nous. Voilà. Mais on repartira à la charge dès le prochain Conseil des maires. Voilà, d'autres remarques? Pas d'autres remarques? Je clôt là ce conseil municipal. Merci à toutes et à tous. Et puis, voilà, portez-vous bien, hein. Attention, faites vos